Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous, bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes fidèles compagnons de l'actualité sportive de la semaine avec des invités acteurs du sport de haut niveau. Au menu ce soir les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs avec un sport inédit. Ce sera pour Marek Keta, Maxime Brossard vous donnera l'agenda de la semaine, le débat avec le bilan de la Coupe du Monde de rugby qui a vu l'Afrique du Sud remporter un 3e sacre mondial et l'invité avec monsieur Patrick Ranvier d'Étienne à la Fédération Française d'Aviron. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Et Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Bonsoir messieurs. On vous a dit de terminer par Maxime. Vous pas la chambre pour le salut. On l'a refait. Si vous voulez. Désolé, c'est vrai que le salut est légendaire. Mais j'aime bien commencer par le salut. Ça va Maxime? Ça va, salut impeccable. Maxime. Ouais. De retour. Il m'a fallu une semaine pour me remettre de votre performance au foot à 5. Où vous avez marqué à peu près la moitié des buts de l'équipe. Hein. Incroyable. Pierre-Alain je mens pas. Hein, ouais. Le goléador de Montbéliard était de sortie là. C'est vrai. Hein. Ouais, on était dans la même équipe. On était dans la même équipe. On a fait un match et Jean était très performant. Ouais, comme ça quand je mens pas, je suis sportif de haut niveau. Ça se voit plus. Mais non. Mais Ronaldo, ça se voyait pas non plus à la grande époque. C'est vrai. C'est vrai que. Ouais, on avait gagné. On a gagné. 13-12. 13-12. Partie de pétanque en faisant du foot. Ouais. Bon, vous voulez pas parler de l'essentiel là ce soir? Y a quoi? Oui, c'est ma fête. C'est pour ça qu'il revient. C'est ça. Il y a Camping Paradis, un inédit. Vous nous avez dit que vous allez le regarder parce que le sujet vous intéressait. Ça tourne autour d'un mariage au camping. Ça vous voulez tout ça? Quand même, il a regardé. Hein. Bien sûr. Il se tient au courant. Hein. Il faut. Hein. On m'a demandé de regarder. Comme avant chaque émission, j'ai regardé tout simplement. Vous allez nous quitter un peu plus tôt aujourd'hui. Pour y aller justement. Pour aller voir. Pour aller voir Camping Paradis. Exactement. Non, parce que vous avez entraînement, vous faites du foot à côté. Du foot, ce soir, ça va être du water polo à mon avis. Il faut bien aller courir. C'est ça. Il y a les brassards d'ailleurs dans le. Et Marek Keta, on va parler d'e-sport tout à l'heure. C'est un nouveau sport. Inédit, là, mais Sportez-vous bien. Ouais, exactement. Mais vous allez regarder Camping Paradis ce soir quand même? Non. Je suis désolé de décevoir, mais. Il faut aucun effort. À quand le jeu Camping Paradis pour l'e-sport? C'est vrai. Alors, je suis champion du monde, je vous préviens tout de suite. Ça c'est sûr. Hein. Bon, on parlera bien évidemment, il y aura du rugby, tout le monde a vu la Coupe du Monde de rugby, la finale on l'imagine, qui a vu l'Afrique du Sud remporter son 3e sac, on va en parler dans les débats, notre invité, on va parler d'aviron, on n'a jamais parlé d'aviron l'année dernière et cette année, donc c'est pareil, un sport inédit, beaucoup d'inédits ce soir et on va pouvoir démarrer tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception. Alors, il y a un coup de cœur et 2 coups. Il y a un coup de mou, un coup de cœur et un coup de coude et coup de poing. Ouais. On va commencer par ça, Maxime Brossard. Vous, c'est un coup de coude et un coup de poing. Ouais, Bien évidemment, c'est un jeu de mots parce qu'on va parler sport de combat. Ouais, voilà, on parle de boxe et de MMA. C'était en fait la grande nuit des sports de combat. Du moins pour les spécialistes, on va dire. C'était dans la soirée entre donc samedi et dimanche. Il y avait 2 événements majeurs qui avaient été intelligemment liés en fait, à savoir donc le combat de boxe entre le Mexicain Saul Alvarez, dit Canelo, et le Russe Sergei Kovalev. Et il y avait aussi donc l'UFC 244 qui était au Madison Square Garden de New York et le combat entre Nate Diaz et Jorge Masvidal. Le truc c'est qu'en fait donc ils s'étaient entendus pour que les 2 combats ne se chevauchent pas en fait. C'est-à-dire qu'une fois l'UFC terminé, la boxe prenait le relais. Donc la soirée a commencé avec le MMA et c'était donc le duel très attendu entre les 2 plus grands bad boys de l'UFC pour le titre qui avait été spécialement créé pour l'occasion de BMF. Je vous fais la traduction, Baddest Motherfuckers, voilà. Car c'était une affiche opposant des 2 vrais gangsters, on peut le dire. Il y a Diaz donc qui vient des quartiers défavorisés de Stockton en Californie et Masvidal qui lui est connu pour ses vidéos où en fait il endormait des mecs dans des jardins ou sur des parkings de supermarchés en fait. Voilà, pour vous dire, il faisait des combats illégaux. Ça c'est du beau sport ça. Voilà, il est devenu donc une star de l'UFC et voilà donc tout ça pour vous dire qu'ils se rencontraient. Et donc ce combat c'était l'occasion un peu d'oublier tous les méchants que l'on avait connus comme Dark Vador, Jafar ou le Dr No par exemple, parce que là dans la cage je pense que c'était les 2 personnes les plus folles de la Terre qui étaient réunies. C'était 2 sauvages pour un remake on peut le dire de
de la guerre de sécession. Oui, c'était la guerre civile, sauf que là c'était l'Ouest contre l'Est et pas le Nord contre le Sud du coup. Et ce combat de chien, donc, il a été remporté par Masvidal par arrêt du médecin, pour vous dire que là c'est même pas l'arbitre qui a arrêté. Et oui, en fait, parce que Diaz en fait s'est littéralement retrouvé avec la paupière qui tombait sur son œil. Donc c'était désolé. Et pour continuer, en fait Diaz il voulait continuer le combat, mais finalement ça a été plus prudent d'arrêter et du coup donc une revanche est déjà prévue en fait. Ouais, parce qu'on est remonte sur malheureusement pour les spécialistes le combat était beau, mais on est un peu resté sur notre fin puisque ça s'est arrêté au bout de 3 rounds alors qu'il y avait 5 rounds prévus et il s'est fait dégommer l'œil dès le début du combat. Et ensuite donc ça a enchaîné avec la boxe où là Canelo est entré dans l'histoire. Il a réussi son pari puisqu'en fait c'est un poids moyen et il est monté chez les mi-lourds, donc il a pris du poids et il a assommé Kovalev au 11e round, une victoire par KO donc et un titre WBO et donc le Mexicain est champion dans 3 catégories de poids différentes. Voilà. Et ça c'est très rare. Pour l'UFC, quand on entend, vous le spécialiste, vous aimez beaucoup l'UFC, quand là on vient d'entendre qu'il y a une pommette qui a été complètement fracassée et tout, vous connaissez les critiques comme quoi c'est pas du sport, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire par là rapport en fait en ce sens là c'est vrai que ce type de combat là où quand on essaie d'avancer l'argument qu'il y a une stratégie ou qu'il y a quelquefois il y a de la finesse ou il peut y avoir un côté lutteur ou un côté on va dire boxeur, là en fait c'était vraiment la guerre en fait, c'était prévu, c'était fait exprès en fait parce que c'était 2 combattants qui ont, comme je vous dis, ce profil là, c'est deux tueurs, vraiment 2 gangsters quoi. Je mâche pas mes mots, c'est vraiment ça. Et là en fait ils se sont retrouvés dans la cage et c'est vrai qu'il y avait écrit interdit au moins de 16 ans en bas à droite parce que à ce point-là. à ce point-là c'était vraiment c'était violent, mais quelque part, ça fait penser un peu à des combats de gladiateurs, quoi. Mais c'était assez beau, à la fois sauvage et on va dire magnétique. Ouais, voilà. Et on avait reçu l'année dernière Anthony Rea qu'on va recevoir, j'ai eu par téléphone il y a 2 jours, qu'on va recevoir dans l'année, bien évidemment, pour parler de l'UFC et de toutes les valeurs, parce que mine de rien, oui, ça castagne, mais il y a beaucoup de valeurs derrière ce sport. On va partir dans l'inédit, Maxime. Je me tourne sur ma droite, on va parler avec Marek Keta de l'e-sport. Alors là aussi, ça fait débat. Il y a le débat de l'UFC, est-ce que c'est vraiment du sport? Là aussi, c'est débat. On parle de l'e-sport. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du sport, mais c'est sur console sport, de jeu. Voilà, c'est du sport électronique. Voilà, exactement. E-sport. Et hier se déroulait la demi-finale de la Coupe du Monde de League of Legends, raccourci LOL, qui est un jeu sur ordinateur, effectivement. Donc on est sur un jeu où le seul mouvement, c'est cliquer sur sa souris et communiquer avec ses partenaires. Donc c'est facile en fait. C'est plutôt facile. Alors, pas tant que ça. À jouer. Après. Écoutez, pour avoir essayé quand j'étais un peu plus jeune, c'est pas si évident que ça. C'est vraiment un jeu qui comprend toute forme de stratégie. C'est basé sur les statistiques. Mais on y viendra après, puisque hier donc, se déroulait la Coupe du Monde qui opposait la meilleure équipe européenne, le G2, à la meilleure équipe même du monde, triple championne en titre, les SKTT de la Corée. Oui, c'est les Asiatiques qui dominent, c'est ça? C'est ça, et plus précisément la Corée du Sud. Avec donc dans cette équipe du SKTT le meilleur joueur du monde, c'est un peu le Messi de League of Legends qui s'appelle Faker. Ils ont tous des pseudonymes. C'est ça. C'est des pseudonymes de console qu'ils ont gardés ou les trucs comme ça. Exactement. Mais figurez-vous que l'e-sport c'est assez fédérateur puisque ça hier par exemple ça se passait donc au Palacio Vista Alegre de Madrid. 10 000 personnes étaient présentes. Oui, quand même. Et le pic d'audience a été battu avec 3 985 000 spectateurs en simultané. Donc si on rajoute à ça le score des plateformes YouTube après que le match se soit déroulé, on atteint 35 millions de personnes. C'est plus que... alors attendez, je l'ai noté. C'est plus que c'est plus que la Stanley Cup en hockey, les World Series au baseball et les NBA Finals en même temps. Oh la vache! Donc c'est assez impressionnant. C'est énorme. Le chiffre qui est assez parlant, c'est que par mois, on a 100 millions de joueurs en simultané. C'est impressionnant. Et ça prend de l'envergure. Alors il y a la Coupe du Monde par exemple. On va mettre en avant quand même la France. Oui. La France est champion du monde de e-sport sur FIFA. Mais il y a différents. Il n'y a pas qu'un jeu vidéo, bien sûr. Il y a plein de jeux vidéo et la France performe sur certains. Bon, là c'est du foot. C'est vrai que sur FIFA, la France est assez bien positionnée. On a même des écoles en France de gaming, notamment à Lyon, où on forme des joueurs à ces jeux vidéo pour devenir des athlètes, puisque c'est considéré comme être joueur de e-sport, on est considéré comme un athlète. Et surtout, vous n'allez pas me contredire, il y a des joueurs qui sont, par exemple, on prend l'e-sport,
pour le foot, des joueurs sont en contrat avec, par exemple, le Paris Saint-Germain qui a créé l'e-sport. C'est un gamin de 16 ans, il avait 16 ans il y a 2-3 ans, qui a été champion du monde. Il était sous le Paris Saint-Germain, salarié avec le Paris Saint-Germain, au même titre, toute proportion gardée, qu'un Neymar, qu'un Mbappé, qu'un Teddy Riner, parce que Teddy Riner fait partie du PSG aussi, section judo, bien évidemment. Ouais. Mais voilà, ils font partie des clubs professionnels de football réel, entre guillemets. Oui, c'est intéressant, tous ces clubs de Ligue 1 avec énormément de moyens financiers. Donc vous avez parlé du PSG, mais c'est aussi le cas de Monaco qui ont choisi d'investir justement dans le e-sport, et c'est assez intéressant. Ça sert un peu à démocratiser ce sport, et c'est plutôt une bonne chose. Et il y a les championnats de France, par exemple, de e-sport aussi, ou par exemple, pour l'exemple du foot, mais League of Legends, pareil, tout le monde peut jouer aussi. Oui. Enfin voilà. Pour le foot, on a juste à s'inscrire auprès du club professionnel le plus proche de chez vous. Donc pour nous, bien évidemment, c'est le TFC. Et voilà, on peut essayer de faire un tournoi pour représenter le TFC. C'est assez intéressant. Le TEF va enfin gagner une coupe, quoi, vous nous dites. Peut-être, le TEF. On ramènera un peu de monde au stadium, peut-être. Et justement, en parlant du monde, c'est un peu le coup de mou, le coup de moins bien de Mehdi Guillonneau sur l'ambiance générale, sur le niveau, l'ambiance générale de la Ligue 1. C'est bien ça, Mehdi? C'est un coup de gueule. Un coup de gueule sur l'ambiance générale de la Ligue 1 en ce début d'année, parce que j'ai réfléchi un petit peu au coup de gueule ce week-end, et en me posant, je me suis dit, c'est la première année où après 12 journées, je prends aucun plaisir à suivre ce championnat. Alors depuis des années, on nous dit que la Ligue 1 est de moins en moins bien, etc. Mais on arrivait à trouver 2-3 choses positives, etc. Là, je ne vois rien de positif. Les stades sont vides. Oui. On a vu les trois matchs d'hier, les stades, il n'y avait personne dedans. Saint-Etienne, les problèmes pas de la faute des Stéphanois. Il y a eu des soucis avec les supporters, donc ils ont été sanctionnés. Le stade de Nice était complètement vide parce qu'il est trop grand tout simplement pour l'envergure du club niçois. Et le dernier, il va m'échapper, mais pareil, il y avait personne dans les tribunes. Et alors plus globalement, il y a beaucoup de problèmes avec Bordeaux-Nantes, qui est pourtant un derby. Plus globalement, il y a beaucoup de soucis avec les supporters. Il y a des clubs comme Toulouse à Toulouse, ils sont en conflit avec la direction. À Dijon, c'est pareil. À Nantes, on sait qu'ils sont tout le temps en train de gueuler sur Franquita. À Bordeaux, en ce moment, il y a des gros problèmes aussi. Le PSG, la CUP, est en train aussi de gueuler partout. Saint-Etienne, tous les 3 matchs, les tribunes derrière les buts sont fermées parce qu'il y a des problèmes avec les Green Angels et les Magic Fans. Enfin, c'est un énorme problème. Il n'y a personne qui ne fait d'efforts. Le problème, c'est les supporters ou c'est quoi? Les deux. Les deux, il y a des, je vais le dire, il y a des abrutis des deux côtés. Il y a personne qui fait d'efforts. Ils nous font croire qu'il y a un dialogue, mais il n'y a pas tant de choses que ça, puisque ça, on continue à avoir des sanctions. Alors ça tourne toujours autour des fumigènes, etc. Mais il y a aucun effort fait de la part de la Ligue pour assouplir, pour encadrer, j'en sais rien. Et les supporters continuent eux aussi à provoquer en craquant des fumigènes. Donc c'est n'importe quoi de ce côté-là. Et puis aussi plus globalement sur l'état d'esprit des joueurs, des entraîneurs, sur les conférences de presse d'après-match. Vous l'avez vécu samedi, Jean, avec Antoine Camboré, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire à ces gens-là. On ne peut rien leur dire, c'est-à-dire qu'on ne peut émettre aucune critique à personne, alors qu'ils sont tous nuls. Le niveau de la Ligue 1 est nul, tout est nul, mais on ne peut rien critiquer, on ne peut rien leur dire. Et moi, ça me dérange. Ce qui me dérange aussi, c'est les petites, les petites guerres de présidents là, parce qu'il y a les droits TV qui arrivent, il faut rester en Ligue 1, enfin, tous ces comptes d'apothicaires. Et le dernier point, c'est la VAR. Donc la VAR maintenant tout le week-end, c'est alors qui c'est qui va gueuler pour savoir si la VAR va être défavorable. C'est Monaco qui a gagné. Monaco a gagné le prix de la VAR du week-end. La VAR du week-end. Exactement, c'est Monaco qui a ramassé encore. Mais voilà, on nous a volé même le match, à Toulouse, certains ont gueulé, même s'il y avait pas matière. Mais on en est là et on sait très bien qu'en plus la VAR, elle a peut-être arrivé trop tôt, on n'arrive pas à l'utiliser, c'est n'importe quoi, c'est un business, c'est des sociétés à qui ça rapporte, c'est un business, voilà. Et c'est peut-être arrivé 10 ans trop tôt, j'en sais rien. Donc voilà, moi ce début de championnat, il y a autre chose, hein, j'en ai d'autres sous le coude, mais on peut pas tout évoquer, mais honnêtement je prends pas beaucoup de plaisir cette année, voire aucun plaisir. Et vous dites que les stades sont vides, que les joueurs sont pas bons, c'est le cercle vicieux justement. Les stades sont vides, donc parce que les joueurs sont pas bons, et les joueurs sont pas bons parce que les stades sont vides. On se situe comment par rapport aux autres championnats européens? Alors il y a l'Angleterre et l'Allemagne où on laisse de côté,
Mais sur l'Espagne, sur l'Italie par Pour exemple. moi, alors ça c'est un avis un petit peu personnel peut-être, mais pour moi le foot ça se passe sur le terrain. Donc s'il se passe des choses sur le terrain, les gens ils sont dans les tribunes. Et ça fait 10 ans, 15 ans, même je vais peut-être dire depuis 98 en gros, où les stades se sont... on sent moins de ferveur quoi. On sent moins de ferveur en France, il se passe plus rien sur le terrain, on s'est un petit peu refermé sur nous, ou alors on produit, si c'est vrai, maintenant on produit des joueurs pour l'étranger, c'est-à-dire que maintenant à 18-19 ans, il faut vite après les vendre à l'étranger, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en France, mais c'est n'importe quoi. Et moi je suis complètement désespéré de ce point de vue-là. Les stades sont vides parce qu'il n'y a pas de gens, ou on va trahir un petit peu ce qu'on a dit hors antenne tout à l'heure, je pense que vous n'allez pas m'en vouloir, vous me disiez que parce que les stades étaient trop grands par rapport à l'agglomération ou par rapport au club dans lequel le stade y est quoi. Il n'a rien proposé sur les terrains, et en plus les stades ne sont pas forcément aux dimensions des clubs. On a évoqué Nice par exemple, ils font rarement plus de 15-20 000, ils ont un stade de 35 000 places, donc forcément visuellement c'est pas joli. À Toulouse, il y avait 16 000 ce week-end, ça veut dire stade à peine un peu plus que la moitié. Sachant qu'ils ont enlevé de la vente au moins 5 000 places en mettant leur bâche TFC comme ils ont fait à Monaco. Je crois que c'est 2500 ou 3000 exactement. 3000, mais voilà, il n'y a plus le balcon aussi cette année, c'est horrible à voir. Bordeaux aussi, même contre le PSG, il n'est pas plein le stade de Bordeaux. Voilà, il y a plein de clubs où ça remplit pas, il y a que les petits stades qui remplissent, et à l'étranger, souvent les stades sont un peu plus dimensionnés, on va dire, au club. Après, il y a les grands championnats qui n'ont aucun souci. L'Allemagne, l'Angleterre, ils remplissent. Mais justement, l'Allemagne a rempli ses stades après la Coupe du Monde 2006. C'est vrai que c'était... avant, ils n'étaient pas vides non plus, on va pas mentir, mais la Coupe du Monde qu'ils ont organisée à domicile, remportée malheureusement, on s'en souvient malheureusement, par l'Italie contre la France, leur a fait du bien. On pensait, moi le premier, je l'avoue, que l'Euro 2016 allait faire le même truc. Et finalement, est-ce que l'Euro 2016 ne fait pas du mal parce que pour l'UEFA, il faut des grands stades, parce que toute l'Europe vient, ça on est d'accord. Est-ce que ça fait pas mal justement à ces clubs qui sont dans ces stades, Nice, Bordeaux, qui ont accueilli l'Euro 2016, d'avoir des stades vides quoi. Ils vont accueillir la Coupe du Monde 2023, on en parlera tout à l'heure. De rugby. La plupart ont accueilli la Coupe du Monde de rugby, mais oui, c'est ce qui s'est passé. Ils ont construit des stades parce que le minimum c'était, je crois que 35 000 places. 35 000 places. C'est 35 000 places pour l'UEFA pour accueillir un Euro. Non, il y avait Toulouse, donc 30 000 le minimum. Il y avait une dérogation à Toulouse. C'était 35 000 minimum, il y a une dérogation à Toulouse parce que les travaux, il fallait les adapter, etc. Il y a un problème culturel aussi après, je pense. Maxime. C'est vrai que l'Allemagne, même si on a beau dire, mais c'est vrai que ça a quand même été toujours un pays de foot avec des grandes entités sportives et des grandes même identités, je dirais, sportives. Et c'est vrai qu'en France, il y a quelques pôles comme ça, mais finalement, j'ai pas l'impression que on ait un peu ce type de cette manière de supporter quoi. Le gars qui va supporter son équipe locale, ça n'existe pas chez nous quoi. On le voit quand il y a Toulouse, quand il y a Marseille qui vient ici quoi. Tout le monde est pour Marseille alors qu'on est de Toulouse, on devrait être pour Toulouse. Enfin, je trouve ça dommage quoi. C'est une question d'identité aussi. Les gamins sont pour le Barça, le Real, etc. Ils sont pas pour des clubs français. C'est encore pire. Non, c'est quelque chose la ferveur, elle existe, mais au niveau peut-être amateur. C'est vrai qu'au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un désintérêt aussi des équipes. Est-ce que les places sont aussi trop chères ? Je veux dire, je veux dire 30 € pour voir Toulouse-Marseille. Je suis désolé, Toulouse-Marseille 30 €, Toulouse-Lyon 20 €. C'est-à-dire que 20 € pour Toulouse-Lyon, c'est-à-dire qu'on pouvait aller voir France-Allemagne l'année dernière. Donc France-Allemagne, les deux derniers champions du monde, donc 2014 et 2018, 15 € minimum. Là, on a 20 € minimum. C'est-à-dire qu'un match de Ligue 1 de Toulouse-Lyon qui vaut que 3 points au mois d'octobre est plus cher, certes de 5 €, mais dans l'absolu, il est plus cher qu'un match qualificatif, d'un match de Ligue des Nations officiel, international, entre les deux derniers champions du monde, entre la France et l'Allemagne. Est-ce que le prix des places aussi joue par rapport à ça, ou est-ce qu'en France, on n'aime tout simplement pas le foot ? Parce que regardez, en Angleterre, les prix sont exorbitants, mais les stades sont pleins. Donc je pense que ça vient de la culture. Veut dire quoi. Ouais, je pense que c'est ça. C'est quand tu as envie d'aller voir ton équipe, il y en a, ils sont prêts à se saigner pour aller voir leur équipe en Angleterre. Parce qu'ils voient des mecs qui se bougent sur le terrain. Chez nous, il n'y a personne qui se bouge. Peut-être aussi. Moi, par exemple, on en parlera on pourrait faire un débat sur ça. On peut en parler, bien évidemment. Pour suivre le TFC, normalement, le prochain match, le stade sera plein. Pourquoi ? Parce que Maxime l'a dit, ce sera l'Olympique de Marseille. Mais il sera bleu et blanc et pas violet. Mais ouais, exactement. Ce sera le dimanche 24 novembre chez nos confrères de Canal+. Ce sera le match du dimanche soir à 21h en prime time pour le TFC. Et là, normalement, le stade sera plein et on en parlera, bien évidemment. Et nous, on va parler tout de suite de l'agenda de la semaine avec vous, Maxime Brossard. Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
l'agenda de la semaine avec une actu bien chargée. Maxime, on va commencer Ouais. avec le retour du top 14. Ouais, même on fait comme d'hab, on commence par la Pro D2 et le rugby. On va donc attaquer avec Montauban qui commencera jeudi, donc à 20h45, ce sera sur Canal Plus Sport. Ils sont 13e les Montalbanais, ils vont recevoir le Biarritz Olympique qui est 6e. Ça va être une grosse journée pour les clubs du coin, on va dire, puisque Béziers qui est 8e va jouer vendredi à 20h45, ils vont chez le leader grenoblois. Et enfin, dimanche, il y aura une belle affiche entre Colomiers 5e qui a battu Béziers justement la semaine dernière et qui va recevoir Carcassonne. Ce sera le dimanche à 14h25 au stade Michel Bendichou. Voilà, le top 14, donc du coup, 3 matchs à 18h le samedi, un beau bloc là avec Bayonne-Pau, Bordeaux-Bègles-Agen et Castres-Brive. Pau, bien évidemment, on peut saluer nos Oui. réalisateurs et réalisatrices, Coraline et Romain, bonsoir. Bonsoir. Pau n'avait pas perdu depuis 2 semaines. Attention, là c'est Bayonne. Bon, Pau n'avait pas joué, c'est peut-être pour ça aussi. Pau n'avait pas joué, c'est peut-être pour ça également. Mais après, Là, Bayonne, c'est gros match, là, et enfin, sur le le début stade de est saison. plein. Le stade est plein, ça fait peut-être 2 semaines que le stade est plein. Et vous y allez? J'ai pas eu mes places. Dommage. Tant pis, on en parlera. Trop de Bayonnais. Trop de Bayonnais, on en parlera. Pau qui a lundi fait prochain. un bon coup d'ailleurs parce qu'ils vont avoir arrivé Ben Smith qui a fait un magnifique match pour la 3e place avec les All Blacks. Et enfin on finit en beauté le samedi donc avec le Stade Toulousain contre Clermont au Stadium à 20h45. Vous voyez que le Stadium va se remplir aussi là, du coup. Mais pour du rugby. Du coup je continue avec la Fédérale 1, la poule 2, Castanet en difficulté qui va recevoir samedi à 15h Château-Renard, voilà. Et dans la poule 3 donc il y aura de belles affiches encore avec Pamiers-Florence, le choc bien sûr, Albi-Blagnac, les 2 premiers qui vont s'affronter. Ce sera le samedi à 19h. Albi qui justement a perdu, on va dire, chez les irréductibles gaulois de Saint-Sulpice-sur-Lèze. Incroyable, 2500 habitants et ils ont battu Albi. Magnifique. Et ils vont donc recevoir, ils vont se déplacer à Groyer, les Saint-Sulpiciens. Il y aura aussi un Moléon-Bagnères, Lavore-Lannemezan et Oloron-Tarbes. Et tout ça, ce sera dimanche à 15h. Ça, c'est beau. Un mot de football? Ouais, le foot avec la Ligue des Champions demain, donc Valence-Lille. C'est un match décisif, je crois, pour Bien les évidemment, Lillois. pour les Lillois, pour la Ligue. Ligue des Champions Ouais. et surtout peut-être pour l'Europa League pour les S'ils Lillois. perdent, ils peuvent plus rien espérer. Oui. Ouais, et ensuite, donc, il y aura le PSG qui va recevoir Bruges le mercredi. Et il y aura aussi donc Lyon-Benfica. Lyon, justement, qui a battu le TFC, on va dire, dans la dernière minute ce week-end, donc, à une victoire 3-2. On a un son, je crois. Et on a un son d'Antoine Comgoiré qui était déçu de perdre encore une fois à la dernière minute. Quand ça arrive comme ça trop souvent, c'est que c'est autre chose. Dans mon esprit, l'envie de vouloir gagner le match est une chose, mais il faut savoir donc essayer de se contenter du match nul. C'est arrivé une fois à Rennes, on a voulu aller marquer ce 3e but. Là, on le voit, c'est vrai qu'on a les situations pour marquer le 3e but, à l'image sur le corner du contrôle de Koulouris, et puis derrière, il frappe sur la barre. On a la possibilité, mais on s'est fait très peur parce que à vouloir attaquer comme des fous, on s'expose. Puis vous laissez des espaces à des joueurs qui sont donc de grande qualité en face. Et même si c'est le but, on peut donc discuter d'une éventuelle faute ou pas. Baptiste René fait les arrêts pour que le score reste à égalité à 2-2, quoi. Et là, ce qu'on doit apprendre, c'est qu'il faut se contenter des fois donc, du match nul. C'est ce que je peux retenir de ce match parce que, bien sûr, pour les spectateurs, c'est fantastique. Hein, ça a attaqué dans les deux sens. Il y a des occasions. Et nous, on doit être capable de mieux gérer donc, les fins de match avec l'idée de dire si on défend mieux, on va certainement avoir de meilleures possibilités. Et puis peut-être pourquoi pas gagner. Alors que là, on se jette trop vite dans la gueule du loup et on se fait transpercer. Et donc on verra si le TFC va se faire transpercer ce week-end à Montpellier. Donc le TFC qui est 18e, ils iront dimanche chez nos voisins montpelliérains à 17h. 17h. Ouais, voilà. La Ligue 2 donc avec un hommage toujours à Jean Sureda, à Sochaux qui recevra le Havre donc ce vendredi à 20h. Et il y aura le dernier match de Rodez au Stadium, ce sera le lundi, le jour de l'armistice, donc Rodez contre Lens à 20h45. Voilà. Après on enchaîne avec Colomiers en National 2 qui reste sur une belle série de 8 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont fait un partout contre Bergerac, ils sont 6e et là ils vont recevoir Saint-Privé-Saint-Hilaire ce samedi à 18h. Colomiers qui a aussi un bon début de saison. Le basket. Ouais, le basket avec la Ligue des Champions. Pau, dernier de son groupe B, donc qui va à Burgos en Espagne demain à 20h. Voilà pour tenter de décrocher une première victoire. On revient vers Toulouse donc avec le TBC vendredi qui reçoit Le Havre, lui aussi comme Sochaux finalement au Petit Palais des Sports. Il y aura aussi donc chez les filles donc en National Féminine 1 Colomiers Villeurbanne, un beau match à la salle René Picmal de Colomiers. Donc ce sera samedi
mercredi à 20h. En plus, les filles sont invaincues. 6 matchs, 6 victoires. Elles sont 2e du classement. Ça, c'est pas mal. Ouais, et le TMB, donc juste en dessous. Le vendredi, donc 8 novembre, déplacement à Angers. Et là aussi, un gros match pour le TMB, puisqu'elles sont premières et elles vont chez les 3e. Un mot de handball ? Ouais, le hand, donc le Phoenix qui reçoit Istres mercredi à 20h30. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller voir le match, ce sera sur beIN. Ce sera la 8e journée de championnat. Le Phoenix 6e contre Istres 8e. Et un mot de volley et de hockey sur glace. Voilà, on finit donc avec d'abord donc, le volley, les Spacers mardi. Là aussi, belle affiche encore cette semaine, on est gâtés. Il y aura un quart de finale de Coupe de France contre Montpellier à 20h au Palais des Sports. 2 € la place. Voilà, si on n'y va pas, on n'ira jamais. Et le hockey, donc, ce sera ce samedi. Le hockey, ils ont pris une belle rouste à Morzine à Voriaz. C'est le leader, mais qui est une équipe qui descend de Magnus, on va dire. Donc voilà, ils ont pris 7-0. Et là, ils vont recevoir Villard de Lans. Ce sera ce samedi à 19h30 en essayant de gagner ce coup-ci. Voilà. Et au moins, nous sommes complets. Merci Maxime. Et on va pouvoir passer au débat de la soirée. Sportez-vous bien. Le débat. Samedi, l'Afrique du Sud a soulevé sa 3e Coupe du Monde de rugby de son histoire aux dépens de l'Angleterre. Les Sud-Africains rejoignent la Nouvelle-Zélande au classement des nations les plus titrées avec 3 sacres. L'heure pour nous de faire le bilan de ce mondial japonais à 4 ans déjà du mondial en France. Ce sera en 2023. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on ne répond que par oui ou par non et on débat ensuite. Tout simplement, question très très simple, est-ce un mondial réussi ? Mehdi Guillonneau. Globalement pour la France ? Est-ce un mondial réussi ? Non. Maxime Brossard. Moyen. Et Marek Keita. Non, non plus. Non plus. Vous n'êtes pas d'accord ? Si c'est pour la France, oui. Si c'est en global, non. Global, non. Voilà, c'est d'une façon plus globale. Pourquoi c'est pas réussi, Marek Keita ? Non, disons, je vais transformer mon oui parce qu'il y a un peu trop d'avis. Les avis sont trop similaires. Mais disons oui sur les plans logistiques. Disons que ça a permis peut-être au rugby d'être découvert par d'autres nations, le Japon en particulier, puisque c'était donc le pays organisateur. Et c'était la première fois que c'était pas en Europe ni en Océanie, etc. Ouais. Et on a battu donc des records d'affluence et on a vu tout au long de la compétition les Japonais vraiment porter, que ce soit leur équipe évidemment, mais aussi les autres venir assister au match avec envie et ça fait partie des points positifs. Le point négatif, c'est malheureusement l'endroit justement. Alors pas sur l'organisation, c'est sur le climat. Il y avait des matchs annulés, carrément même pas reportés. On pense à Nouvelle-Zélande, le match décisif entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Alors on va pas mentir et on va pas dire que voilà, mais sportivement parlant, l'Italie pouvait se qualifier, même si bon, on pense que ils auraient perdu. Mais Maxime, il y a ça aussi, il y a le problème du climat. Sportivement, c'était correct, c'était une bonne Coupe du Monde. J'ai l'impression que, comme dit Marek, sportivement, ça a vraiment ouvert le rugby à l'Asie, on va dire, en général, je pense, avec le Japon en tête de gondole. Et après, il y a eu ces problèmes, on va dire, de logistique. Après, oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est vraiment regrettable puisqu'il y a des beaux matchs qui sont passés à la trappe. Mais puis ça a faussé aussi un petit peu la compétition. Mais après, ce que je veux dire, c'est finalement, quand on regarde l'ampleur des dégâts qu'il y a eu, quand même, on se dit qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et que ça reste que du sport. En fait, le rugby n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Voilà, c'est la malchance. Et bon, c'est vrai que ça a un peu terni l'image. Et moi, je sais qu'au début, j'étais très remonté contre World Rugby. Et finalement, là, maintenant, quand je vois l'ampleur des dégâts, je pense que voilà, ils ont fait au mieux. Et vu les conditions, c'est réussi, on va dire. On a parlé logistique, on a parlé des conditions climatiques. On va parler quand même du terrain. Mehdi, le terrain, c'était une belle Coupe du Monde ou... Moi, c'était sur ce plan-là que j'ai dit non. Justement. Sur le terrain. Alors, juste pour une chose, c'est le vainqueur. Le vainqueur. L'image donnée... Parlons de l'Afrique du Sud. Est-ce la question est-ce mérité pour l'Afrique du Sud d'être championne du monde? Mérité, oui, puisqu'ils ont démoli, c'est vraiment le mot, démoli tout le monde, démoli tout le monde devant. Donc oui, ils ont gagné. Ils ont, pourquoi le champion vous gêne alors? Parce qu'en fait, on essaye de prôner un rugby avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de passes, au large, etc. Et c'est l'Afrique du Sud qui gagne. Donc ça veut dire que c'est les plus costauds et ceux qui broient le plus devant qui gagnent. Donc ceux avec le rugby, entre guillemets, le plus restrictif dans les grandes nations. Je parle dans les grandes nations. Pour moi, ça donne pas forcément une très bonne image du rugby, et notamment pour les parents, les enfants qui veulent les inscrire. C'est ça que j'allais dire. Quand on voit tous les joueurs qui finissent sur civière, le pilier anglais qui sort au bout de 3 minutes en finale, c'est une catastrophe pour moi, pour l'image du rugby. Marek Keita. Moi, je sais pas vous autour de la table, mais ce qui m'est revenu ce week-end après avoir regardé la finale, c'est le parallèle aussi entre la France au football
qui gagne la Coupe du Monde avec un jeu justement costaud. J'allais y venir. Vous avez lu dans mes pensées. J'allais sauter sur l'occasion. Et du coup, cette Afrique du Sud qui s'impose juste grâce à sa performance physique et en imposant donc un style de jeu, en imposant un défi physique à chaque équipe. On a une espèce de non, c'est juste parce que on a un parallèle. Il y a un parallèle, mais je voulais dire aussi, enfin, c'est dommage de limiter le jeu de l'Afrique du Sud. Mais vas-y, Marek, finis. Non. Tu voulais dire. Après, il y a aussi un élément que la World Rugby a tenu à souligner, c'est qu'il y avait une baisse de 35% des protocoles commotion sur cette Coupe du Monde. Donc bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu du beau jeu ? Il y a eu du jeu d'évitement, c'est peut-être ça aussi. Plus de jeux d'évitement à part l'Afrique du Sud. Après, Maxime. Il faut pas oublier non plus que déjà pour revenir sur les deux essais franchement sud-africains, ils étaient beaux, ils sont venus quand même ils sont survenus sur du rugby d'évitement. Après, ce que je veux dire, c'est que et pendant le match, vous avez eu un super petit déjeuner quand même. Oui, j'étais chez Jean, reçu royalement. Mais du coup, non, mais honnêtement, je veux dire par là que le rugby déjà, il faut pas oublier que c'est quand même un sport aussi de combat, donc ça, on peut pas non plus jouer à toucher. Il faut forcément le rugby par devant aussi, donc c'est ce que les Sud-Africains nous ont montré. Ils sont revenus, on va dire, un peu à la base de ce sport, c'est-à-dire surtout à la base de la façon dont eux ils ont toujours pratiqué le rugby, c'est-à-dire un énorme affrontement devant et après pourquoi pas envoyer les balles sur les ailes, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont très bien fait. Il y a quand même eu des beaux essais du côté de l'Afrique du Sud, donc je pense que c'est dommage de faire une cabale contre cette équipe, on va dire, mais après c'est leur essence de toute façon. C'est leur essence, mais après je veux dire que voilà, il faut de tout, je pense, dans le rugby. Et c'est vrai qu'on a ces derniers temps beaucoup cherché, je pense, justement à prôner l'évitement et tout ça. C'est vrai que c'est bien, on va dire, pour les jeunes générations, pour encourager les parents à inscrire, mais il faut aussi pas se voiler la face, quoi. Quand vous jouez au rugby, vous savez que vous rentrez sur le terrain, vous savez que il va y avoir des contacts, ça va être rude, il va y avoir de l'agressivité, et quand bien même si vous jouez un jour, je sais pas, si quelqu'un qui a joué les All Blacks, il vous le dira, c'est peut-être des magiciens, mais par contre les 20 premières minutes ils vous défoncent la gueule, quoi. Donc ils hésitent pas à vous rentrer dedans avant de jouer à la baballe, ils vont d'abord vous laminer, quoi. Donc je pense que c'est dommage de réduire ça, de réduire la victoire de l'Afrique du Sud à juste de l'affrontement, je trouve. Mais après, je sais bien qu'il y ait divers avis, justement, ça fait la polémique et c'est intéressant. On parle du rugby, quoi. Le point négatif, il est pour nous, les Européens. C'est encore une fois l'hémisphère sud qui gagne. C'est simple, en 9 Coupes du Monde, c'est la 8e fois. Alors il y a eu une fois l'Angleterre, c'était en 2003. Il y a eu 3 fois la Nouvelle-Zélande en 87, 2011, 2015. 3 fois l'Afrique du Sud en 95, 2007, c'était en France. Et en 2019 cette année, et 2 fois l'Australie en 91 et 99. Le point négatif, c'est ça, c'est encore l'hémisphère sud qui gagne, ou finalement c'est mieux logique. que 2015. Pour moi, c'est déjà mieux que 2015, puisqu'en 2015, c'était les 4 nations du Sud qui étaient en demi-finale. Il n'y avait aucune nation de notre vieux continent qui était représentée. Donc en fait, on est en progression. On a un finaliste, une équipe qui finit 4e, le pays de Galles, honnêtement, c'est un mondial tout à fait normal. Les Européens n'ont gagné qu'une fois dans l'histoire, donc d'en avoir 2 en demi, c'est plutôt correct. C'est une progression, Marek. Et au moins c'est pas la Nouvelle-Zélande. Ça aurait voulu dire 3 fois d'affilée champion du monde, ça aurait voulu dire ça y est, c'est bon. Oui, ça y est, on est au handball, mais c'est ça, c'est ce que j'ai décidément. La France de handball a gagné 4 des 6 dernières Coupes du Monde. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Non. Ah non, c'est sûr. Pourquoi ça devrait pas poser de problème de voir le All Blacks remporter 3 fois la Coupe du Monde? C'est-à-dire qu'en foot, on n'a pas le droit de gagner 3 fois de suite la Coupe du Monde? Ça sera compliqué à mon avis. Ça sera difficile. Un mot avec Coraline qui suit le rugby, bien évidemment. Oui. Elle vous a plu, vous, la Coupe du Monde? On parle pas de peau, là, on parle d'un niveau. On parle de rugby. On parle de. Il n'y avait aucun joueur de peau à la Coupe du Monde. Donc, forcément, Ben Smith. Il y avait quand même Ben Smith. La légende. Ça vous a plu, vous, amatrice de rugby, cette Coupe du Monde? Alors oui, parce qu'il y a eu du jeu quand même, il y a eu des beaux matchs, moi je trouve, mais il y avait un manque de rythme. J'ai pas souvenir que dans les dernières Coupes du Monde, il y ait autant de délais, de jours entre 2 matchs. Nous, je me souviens que entre nos 2 premiers matchs, il s'est écoulé 2 semaines. Ouais, ça traîne. C'est vrai. Oui, puis après, on a joué 2 matchs en 3 jours, ou en 4 jours, ce qui est rare dans le rugby, voire jamais vu, quoi. Ils peuvent pas jouer toutes les semaines, tous les 4 jours, ces gens-là, parce que le sport est trop compliqué. Donc forcément, ça pose des problèmes de logistique. Et après, c'est le footballeur, les feignasses. Et ça veut passer. Et non, mais attendez, ils veulent passer peut-être à 24 équipes en 2027. Ouais, mais c'est une Coupe du Monde sur 3 mois, alors. Non, ils veulent pas agrandir plus de 6 semaines. Ouais. C'est pas plus de 6 semaines, mais avec 24 équipes. Ça va être compliqué, ça. Donc il va falloir avoir 2 équipes. Soit, on va avoir plus de joueurs.
Ouais, dans les équipes quoi. Pour Oui, il y a pouvoir des faire tourner. effectifs à Non, parce que 45, honnêtement, des physiquement, effectifs à changements, 47, quoi. c'est impossible de Ouais. faire 48 heures et de rejouer. Mais Vraiment. plus de changements Oui, au autorisés rugby, c'est peut-être. pas possible. Rien que de demander à un mec qui joue en fédéral 1, il vous dira c'est impossible. Mais physiquement, un match de rugby, vous êtes broyé quand même. Ouais. On a parlé du négatif, on va parler un petit peu le négatif, c'était plutôt l'Afrique du Sud et l'hémisphère sud qui gagnent. Le positif, c'est quoi? Vous en avez un petit peu parlé, c'est les deux équipes européennes en demi-finale. Qu'est-ce qu'on peut sortir de positif sur cette Coupe du Monde? Moi, je vais sortir Mehdi. une chose de positive, c'est le jeu des Japonais. Ouais, Moi, non, j'avais j'allais jamais dire vu pareil. ça. C'est rafraîchissant. C'est hein. exceptionnel. pareil. Le C'est jeu de rafraîchissant. passe des Japonais, les passes après contact, etc. La dextérité qu'ils ont dans les mains. Mais c'est ce rugby-là, moi, que j'ai envie de voir. Ouais. Et ça me donne envie eux m'ont donné envie de les voir, les autres un peu moins. Et il y a aussi d'autres choses, on n'y pense pas trop, mais par exemple, l'Uruguay qui bat les Fidji. Ouais. Voilà. Ça, c'est un Et bel c'était exploit beau, ça, aussi. ouais. c'est Ça, des, un beaux, bel c'est des exploit. beaux exploits. Et si ce genre de pays se mettent au rugby, le rugby il gagnera et se développera au lieu de rester un peu dans l'entre-soi Ouais, à 8-10 nations. Quoi. Ouais. Justement, Maxime, c'est un beau pied de nez entre Ouais. guillemets aux conservateurs dans le milieu du rugby de voir le Japon qui avait fait un exploit énorme Ouais. il y a 4 ans en battant l'Afrique du Sud en phase de poule. Ils ont confirmé. Là, ils ont fait Confirmé, un quart ouais. de finale Ouais. pour la première fois de leur histoire. Ouais. C'était pas vraiment prévu Mais- dans l'absolu, même si on se doutait bien en voyant jouer les Japonais qui avaient possibilité. C'est ça la bonne surprise de Ouais, je cette trouve Coupe du Monde, que c'est le Japon. Ils ont vraiment progressé, ils ont vraiment capitalisé sur ce qui avait fait Eddie Jones en 2015. Contrairement à des équipes qui depuis longtemps, comme par exemple je prends l'exemple de la Géorgie, de l'Italie, qui sont vraiment depuis longtemps dans le circuit, mais qui stagnent quoi. Eux ils ont vraiment, ils se sont vraiment surpassés. Après voilà, comme on a dit, ils sont tombés finalement sur ils se sont fait exploser la gueule. Désolé, mais par l'Afrique du Sud, c'était vraiment, c'était la guerre quoi. Oui. Ils se sont fait broyer physiquement. Ouais, mais perdre Mais, contre c'est les vrai futurs que, champions du monde. Au niveau, oui, de télévisuel, c'est sûr, même pour les spectateurs, c'est plus agréable. Et puis au niveau de l'engouement aussi, donc je pense que, comme c'est l'a ce qu'a dit dit Marek Marek, au début, ouais, c'est ça, c'est pour l'Asie, avoir une tête de gondole comme ça, avec une équipe qui est aussi valeureuse et qui joue aussi bien, c'est que du positif. Et moi, je voulais rajouter Ntamak qui a été élu révélation de l'année, ouais, donc par World Rugby, c'est très prometteur pour l'avenir du rugby français. Je pense qu'on a une belle relève là qui va arriver. Et il joue au Stade Toulousain, faut On pas a hâte, l'oublier, ouais. il est juste à côté. Justement, on parle des joueurs. Belle transition, monsieur Maxime Je l'ai pas Brossard. fait exprès. On va parler du meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous avez des noms qui on peut ressortir? Le meilleur, c'est Jeff Dutoit. Peter Dutoit. Peter Steph Dutoit. Ouais, voilà, le troisième Ouais. ligne C'est sud-africain. lui qui est largement Ouais. au-dessus sur Et cette vous Coupe voyez du Monde. justement, C'était le meilleur joueur. c'est un bon exemple, je pense, de ce qu'on disait. En fait, on peut jouer les deux. On peut jouer un rugby physique et on peut jouer aussi un rugby technique. Parce qu'en fait, si vous calculez, j'ai regardé les statistiques, c'est assez incroyable. Et en fait, il n'a touché aucun ballon de la finale. C'est-à-dire, il était tout le temps dans les rucks. Sa mission, c'était de concasser les Anglais, vraiment de les tuer. Et le seul ballon qu'il a eu, il a fait la passe décisive pour Colby qui allait marquer l'essai. Le deuxième essai sud-africain, comme quoi, vous voyez, c'est un équilibre à trouver, je pense. Le rugby est en train de se chercher, il est dans une transition entre est-ce qu'on met des Golgoth ou est-ce qu'on met des types qui courent un peu plus. Et Là, je il y a pense le que juste milieu, là. l'essence du rugby, c'est ça, de toute façon, ça a toujours été ça. C'est un sport pour tout le monde. Il faut des grands, des gros, des petits, et je pense C'est que moins le cas les dernières années. c'était moins le cas. Et C'est je vrai pense que ça c'est ce fait- qui va. Il y a une ça- période de 10 ans. c'est ce qui, à mon avis, peut revenir sur le devant de la scène, revenir un peu aux sources avec tous les morphotypes et tout le monde peut jouer, je pense, tout le monde peut s'y retrouver. Il y a la Coupe du Monde de rugby qui vient de se terminer. Et la prochaine, elle est ici, à Toulouse, elle est en France, en 2023. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Coupe du Monde? C'est beaucoup trop loin, ça on l'imagine, pour parler de favoris, etc. Là, ça on est d'accord. On va parler en termes d'organisation. La France a l'habitude d'organiser des grands tournois. Ce sera comme les Japonais, une préparation aux Jeux Olympiques, parce que le Japon a accueilli la Coupe du Monde de rugby et va accueillir les Jeux Olympiques derrière, 2020, comme la France qui va accueillir la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024. C'est un bon entraînement, on va dire, pour les Jeux Olympiques, même si on est déjà rodé avec les événements sportifs. Ouais, tout à fait, c'est un bon entraînement. Après, surtout pour notre équipe de France, ce sera l'occasion de réinventer notre rugby. Et le fait que ça se passe en France, ce sera une bonne chose. Il faut suivre l'exemple des Japonais, Maxime, c'est-à-dire une équipe. Alors, on va pas se comparer aux Japonais sur une Coupe du Monde, mais ils ont assumé leur jeu à domicile chez eux avec beaucoup de public. Est-ce qu'il faut faire la même chose? L'objectif. Ils ont carrément rempli l'objectif. Nous, c'est pas pareil, puisque nous, on est une nation historique du rugby, donc la pression est différente, quoi. Je veux dire, déjà, on part pas avec les mêmes constats, quoi. Parce que voilà, eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait un quart de finale, si je dis pas de bêtises. Voyez, pour eux, c'est un exploit. Pour nous, un quart de finale, c'est moyen, quoi. C'est le limite, c'est le minimum. Donc, il faut aller chercher plus, c'est tout. Et puis surtout, on a la génération. On a la génération. Là, c'est sûr que c'est bien, oui, par rapport à ce qu'on attendait.
Mais je veux dire que dans le futur, là, vu qu'on est quand même 2 fois champion du monde moins de 20, si on n'arrive pas à faire jouer les jeunes, c'est la catastrophe. On a de quoi construire. On a de quoi construire pour Il n'y a 2023. plus d'excuses là. La Coupe du Monde en 2023, septembre et octobre 2023, ce sera 8-9 mois avant le début des Jeux Olympiques. Pour ceux qui veulent aller voir l'équipe de France ou n'importe quel match de la Coupe du Monde, il y a Saint-Denis pour le Stade de France, il y a Lille, Saint-Etienne, Nice, Toulouse, Marseille, Lyon et Bordeaux pour pouvoir essayer d'aller voir un match de la Coupe du Monde. Pourquoi pas les Sud-Africains ou la Nouvelle-Zélande et bien évidemment le 15 de France. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec l'invité de la semaine. À tout de suite. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grey. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. The future is now. I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. The future is now. Sportez-vous bien. L'invité. Et avant de recevoir notre invité par téléphone, juste l'occasion de dire au revoir à Mehdi qui a Eh oui. entendu toute la chanson. J'ai oublié de lui dire au revoir. Vous allez faire Il me du fait foot attendre, là. je vais jouer au foot. Donc bon match Vous de me laissez foot. pas surtout. Salut les copains, à la semaine prochaine. Bon À la courage. semaine prochaine, Allez, à lundi. Bon match. Notre invité, le directeur technique national de la Fédération française d'aviron. Entre les championnats du monde qui viennent de se terminer dans l'optique des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Patrick Ranvier nous fait le plaisir de venir ramer avec nous ce soir. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout simplement, vous êtes donc à la Fédération française d'aviron. Qu'est-ce que l'aviron ? Pour ceux qui ne le connaissent pas.
Qu'est-ce que l'aviron? C'est un sport merveilleux. Je vais pas vous dire, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Venez tous. C'est un sport merveilleux. C'est un sport qui se pratique en général sur l'eau. Et je dis bien en général. On en parlera tout à l'heure. Pourquoi après, évidemment. Dans des embarcations à 1 rameur, à 2 rameurs, à 4 rameurs ou à 8 rameurs. Donc voilà, il y a un choix, un large éventail. C'est une discipline qui est relativement accessible et praticable par tous, de 8-10 ans à 90 ans si vous le souhaitez. C'est l'avantage, c'est que c'est un sport où on est assis, donc un sport porté, où il n'y a pas de traumatisme et qui mobilise 85% de la masse musculaire. C'est un exercice cardiovasculaire très intéressant et c'est un exercice qui est pas traumatisant, donc à recommander à tout le monde. Voilà, pour faire très court, on va dire comme ça. Vous l'avez c'est un déjà sport de plein air, on découvre des beaux espaces et c'est un sport d'équipe que j'ai envie de dire par excellence, à la fois un sport individuel pour les bateaux tout seul et puis un sport d'équipe quand on est à 2, 4 ou 8. Tout le sport est résumé dans l'aviron finalement. Vous l'avez déjà pratiqué l'aviron vous? C'est ça. Moi, oui. Oui, bien, on l'imagine, bien sûr. Oui. Non, pas nécessairement. DTN n'est pas forcément un spécialiste de cette discipline. D'ailleurs, j'ai quitté ma fédération pendant près de 20 ans pour vivre d'autres aventures dans le sport aussi. Et j'y suis revenu après les Jeux Olympiques de Londres. D'accord. Et vous avez expliqué qu'il y avait, on pouvait le faire par 2, par 8, par 4, etc. Par 6 également. Non, pas 6. Pas 6, pardon. Il y a les médaillés à Rio 2016. Il y a eu, alors je lis sur ma feuille, il y a eu 400 barreurs poids léger. Et il y a eu 2 de couple poids léger. Donc ça, c'était en bronze et en or. Quelles sont les différentes disciplines de l'aviron? Alors, l'aviron comporte dans le programme olympique 14 spécialités. Désormais 7 chez les hommes, 7 chez les femmes à égalité pour une parité de genre. Donc le skiff tout seul, un rameur. Le 2 de couple, 2 rameurs ou rameuses avec 2 avirons chacun. Le 200 barreurs, c'est 2 rameurs ou 2 rameuses avec un seul aviron, donc chacun d'un côté. Le 2 de couple poids léger, dont on vient de parler, 2 rameurs avec 2 avirons. Le 400 barreurs, donc 4 rameurs, un seul aviron, 2 de chaque côté, et pas de barreurs. Et puis le 8, et j'ai oublié le 4 de couple, donc 4 rameurs, 2 avirons chacun. Et enfin le 8 que en pointe, c'est-à-dire avec chacun un aviron et un barreur. Une question d'un chroniqueur, Marek Keta. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Oui, donc vous avez résumé en l'espace de quelques minutes finalement ce qu'était l'aviron. Moi, quand je passe souvent en bord de Garonne... On peut en parler encore longtemps. Ah oui. Quand je passe en bord de Garonne, ça m'arrive donc de voir des bateaux avec des rameurs, etc. Je me demandais en fait qu'est-ce qui est le plus dur dans ce sport en fait? C'est quoi? C'est la communication? C'est l'effort physique? Alors, c'est toute la richesse, c'est que on arrive, vous l'avez dit tout à l'heure, alors j'ai peine à reprendre ce que vous avez dit parce que c'était assez élogieux, c'est tout le sport résumé dans l'aviron, presque, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un effort physique intense, c'est un sport énergétique, c'est un sport d'endurance avant tout, mais c'est un sport qui est éminemment technique puisqu'il faut une coordination, pousser des jambes, ouverture du tronc, traction des bras, déjà ça, tout seul, c'est pas évident à faire, mais en plus, quand il faut le faire à plusieurs, il faut trouver l'homogénéité, le réglage parfait d'une mécanique comme un joli moteur qui tourne à l'unisson de ces nombreux cylindres. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait la complexité de ce sport, sa richesse et sa beauté. C'est qu'à la fois, il y a une recherche de dépassement de soi sur un effort de longue durée, et qui nécessite effectivement beaucoup de kilomètres, mais aussi cette recherche technique d'efficacité dans l'économie gestuelle, pour pas trop dépenser et être le plus efficace possible, et puis cette communion au sein d'une équipe en général. Voilà, c'est tout ce qui est effectivement assez complexe dans ce sport, et voilà, trouver l'alchimie, à très haut niveau bien entendu, trouver l'alchimie qui va permettre de composer le meilleur équipage possible avec la plus grande homogénéité qu'on trouve sur le plan humain, mais sur le plan technique, et sur le plan physique évidemment pour faire les meilleurs équipages possibles. On a parlé de l'aviron, on va parler un petit peu maintenant de la fédération. Vous êtes DTN à la Fédération Française d'Aviron. Quel est votre rôle à la fédération alors ? Alors le DTN, c'est un agent de l'État qui est placé auprès de la fédération et qui à la fois apporte une assistance à la
réalisation, à la concrétisation du projet sportif fédéral et qui contracte et qui permet la contractualisation avec l'État de ce qu'on appelle la convention d'objectifs qui va nous permettre d'obtenir des moyens de réaliser les objectifs que nous partageons avec le ministère des Sports. Donc des moyens financiers qui viennent en complément évidemment des ressources propres, des fonds propres de la fédération pour conduire ce projet et des agents qui sont placés auprès de cette fédération, les cadres techniques dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont là pour mettre en œuvre à la fois le projet sportif fédéral, mais dans le respect des priorités gouvernementales décidées par le ministre en charge des sports. Alors j'ai un chroniqueur devant moi, Maxime Brossard, Oui. qui est bien musclé justement. Il va Musclé, sûrement peut-être à la salle. Et justement en parlant de ça, il y a beaucoup de gens qui font du rameur dans les salles de sport. Justement, est-ce que c'est un filon pour exploiter, pour développer la pratique? Oui, nous avons depuis quelques années maintenant la délégation pour cette discipline qui est devenue une discipline à part entière, qui est l'aviron indoor. Et voilà, vous avez compris où je voulais emmener. Cette machine à ramer que nous utilisions par le passé exclusivement comme une machine d'entraînement et d'évaluation où on mesure les capacités physiques, on va dire, d'un individu qui nous permet de les comparer aussi et de contrôler l'entraînement, est devenue une discipline à part entière qui est pratiquée à la fois dans les clubs et en compétition. Et j'y reviendrai, mais aussi dans les salles de sport, dans d'autres disciplines en termes de préparation physique. Bon nombre de nos collègues aujourd'hui utilisent nos machines à ramer pour leur préparation physique, la préparation physique de leurs meilleurs sportifs. Et aujourd'hui, les crossfitters, beaucoup aussi. Et puis, on a donc encore une fois tout un réseau de compétition qui se met en place. Nous organisons d'ailleurs, j'en profite, si je peux me le permettre, de faire un petit coup de projecteur sur le week-end du 7 et 8 février prochain. On allait y venir justement. La France organise les championnats du monde, c'est bien ça. Allez-y. La Fédération française organisera le championnat du monde de cette discipline d'aviron indoor à Paris, au stade Coubertin. C'est la première fois qu'il se déroulera en Europe dans cette configuration, confiée par donc la Fédération internationale des sociétés d'aviron qui nous en a confié cette organisation. Et on attend environ 3000 participants à cette belle manifestation. Je pense que ça sera l'occasion d'un bon coup de projecteur sur cette discipline en pleine émergence, que l'on peut pratiquer encore une fois dans un club d'aviron, où on a mis en place un produit, notamment fitness, un programme AviFit qu'on peut pratiquer dans les clubs avec des coachs formés à cet effet, dans des salles de sport, dans son garage, parce que ces machines sont tout à fait accessibles à un individu. Il y en a bon nombre c'est qui sont accessible partout. Oui. Voilà, et on peut se connecter, on peut se défier à distance, et on a un certain nombre de produits qui sont comment dirais-je, développés aujourd'hui pour essayer de réunir le maximum de pratiquants. Et on se rend compte d'ailleurs que nous avons plus de licenciés aujourd'hui féminines dans cette pratique que d'hommes. Ça commence on va se faire bientôt dépasser par la pratique féminine. Nous en sommes vraiment ravis. Et il y a les championnats indoor, donc ce sera en mois de février en France, à Paris, il ne faudra pas l'oublier. À Coubertin, il y a eu les championnats du monde en Autriche, sans médaille pour les Français. Ça fait plus de 10 ans que ça n'était pas arrivé, je crois. Est-ce qu'on peut parler de championnat du monde raté, ou est-ce que le mot est fort? Alors, la saison 2019 pour nous a été une saison difficile, incontestablement. Elle a mal démarré. On a changé un petit peu notre dispositif de sélection, de progression pour faire court de la préparation hivernale et de sélection. C'est pas une réussite sur le début de la saison internationale qui a été quand même assez difficile pour nous. Et puis, vous savez, quand on est dans la performance de très haut niveau, le doute s'installe vite. Ce qu'on appelle la spirale de l'échec entraîne forcément des doutes, un petit peu plus de pression. La pression génère du stress, le stress génère de la contre-performance parce qu'on perd ses repères. Et on s'est un petit peu perdu cette année tout au long de la saison. Et vous êtes inquiet pour les Jeux Olympiques qui arrivent dans 8 mois ou pas? Pardon? Vous êtes inquiet pour les Jeux Olympiques qui arrivent dans 8 mois ou pas du tout? C'est ce que j'allais vous dire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a eu une saison internationale, Coupe du Monde et Championnat d'Europe en particulier, qui ont été vraiment difficiles à vivre, avec des écarts, avec la concurrence très importante. Et puis, on a un stage terminal qui est notre force. On sait chaque année qu'on va récupérer 4-5 secondes sur la concurrence internationale. Et là, on a réussi à revenir dans le jeu avec nos équipages phares, bien entendu. On est revenu dans le jeu.
le 2 de couple féminin, toute catégorie qui avait été championne d'Europe l'année dernière, Elodie Ravera, Hélène Lefebvre, Mathieu Androdias, Hugo Boucheron, qui sont champions du monde en 2018, qui ont concouru au championnat du monde avec un Hugo Boucheron qui était malade et vraiment pas en état de concourir. Le 200 barreur médaillé de bronze l'année dernière qui a été en difficulté toute la saison, et le 2 de coupe poids léger féminin qui lui avait relativement bien brillé en début de saison. C'était le seul équipage médaillé au championnat d'Europe cette année. Donc il y a des motifs de satisfaction. La finale et donc acquis le précieux quota, mais pas que, si vous voulez. Un championnat du monde comme celui que nous avons vécu en 2019 est un championnat compliqué pour nos athlètes. Il a double détente. La première détente, c'est la qualification olympique. Et quand on a fait un début de saison comme on en a fait un, cette qualification olympique acquise par ces quelques bateaux que je viens de vous citer, les 4 bateaux que je viens de vous citer, il a été difficile de se remobiliser sur la quête de la médaille pour la finale. C'est-à-dire que les demi-finales passées où les 3 premiers d'entre eux ont atteint la finale, et Hugo Boucheron et Mathieu Androdias ont gagné leur quota. Après, il était bien difficile à chercher la médaille, mais ce qu'on a vu sur les demi-finales des 3 embarcations, 2 de coupe féminin poids léger et 200 barreurs hommes, démontrent qu'ils sont revenus dans le jeu au tout premier plan et qu'ils restent avec le 2 de couple, donc Boucheron Androdias, champion du monde l'an passé, dans des conditions normales, tout à fait capables de monter sur un podium olympique, et c'est bien évidemment ce qui nous rassure. Alors il reste pas beaucoup de temps, on a encore des centaines de questions, vous l'imaginez. On va terminer sur les objectifs. Alors quand même, excusez-moi, allez-y, pardon. Parce que pour compléter quand même le championnat du monde à Linz, il y avait des valides, mais il y avait aussi des rameurs handicapés en para-aviron, où on obtient c'est très bien 3 de le quotas préciser, sur autant 4 pour moi. pour les Jeux paralympiques, avec 2 médailles, une d'argent pour Nathalie Benoît, qui avait interrompu sa carrière depuis les Jeux de Londres et qui revient cette année de fort belle manière, puisqu'elle devient vice-championne du monde. Et le 2 de couple, Perle Bouge, qui est multimédaillé mondial et paralympique, qui revient avec un nouvel équipier, Christophe Lavigne, prendre la médaille de bronze et donc le quota de qualification. Et enfin, Akat Barré, qui lui aussi mixte, s'est qualifié pour les Jeux paralympiques. Donc c'est quand même aussi cette satisfaction qui globalement nous laisse entrevoir de belles choses pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. En l'espace de 20 secondes, 30 secondes grand maximum pour les Jeux olympiques et paralympiques, quels sont les objectifs de médaille? Allez, je vous donne 20 secondes. L'objectif pour moi, ce que j'avais écrit au début d'Olympiade est toujours vrai. Moi, je reste ambitieux. On va aux Jeux Olympiques pour aller chercher au moins 4 médailles, dont une en or. 4 médailles et une en or. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, 4 médailles sur les 2. Ça serait déjà une belle réussite que de pouvoir les obtenir avec au moins une médaille d'or. C'est notre objectif, c'est notre ambition et nos rameurs en ont la capacité. D'autant qu'il reste quelques équipages à qualifier encore lors de la régate de qualif. Comme ça c'est complet. Merci beaucoup Patrick, vraiment désolé. Merci à vous. Bon courage à tous. Merci à Romain et Coraline à la réalisation. Bonne semaine.